Chapitre 8 de la seconde sortie de notre chevalier Don Quixote de la Manche. À ce moment-là, on entendit Don Quixote qui criait à vous, valeureux chevalier, à vous, valeureux chevalier, à vous, les gentilshommes de la cour. Les gentilshommes de la cour ont pris l'avantage dans le tournoi. C'est le moment de prouver la valeur de vos bras. Le curé et les autres accoururent au vacarme, laissant là l'inventaire de la bibliothèque, et il est probable que parmi tous les livres qui restaient et qui subirent la peine du feu, sans avoir été ni présentés ni entendus, se trouvait là Caroléa, Léon en Espagne, et la geste de l'empereur, de Louis de Avila, auquel le curé, qui avait pu les voir, aurait peut-être évité une condamnation aussi rigoureuse. Quand ils entrèrent dans la chambre, Don Quixote était debout et aussi éveillé que s'il n'avait jamais dormi. Il continuait à crier des absurdités, en donnant à la ronde de grands coups d'estoc et de taille. Ils le saisirent à bras le corps et le recouchèrent de force. Quand il se fut un peu calmé, il se tourna vers le curé. « Certes, monsieur l'archevêque Turpin, lui dit-il, c'est un grand déshonneur que nous autres, chevaliers errants, connus sous le nom des 12 pairs, que d'abandonner sans résistance la victoire du tournoi et des chevaliers de la cour, alors que nous avions remporté le trophée des 3 jours précédents. Du calme, mon ami. Si Dieu le veut, la chance tournera, et ce que vous perdez aujourd'hui, vous le regagnerez demain. Occupez-vous plutôt de votre santé, car vous devez être, j'en suis certain, extrêmement fatigué, et peut-être même gravement blessé. Blessé, non, mais moulu et brisé, il n'y a aucun doute. Ce bâtard de Roland m'a roué le cou avec le tronc d'un chêne, et tout cela par jalousie, car il voit bien que je suis le seul à rivaliser avec ses exploits. Mais je ne me rappellerai pas Renaud de Montauban si malgré tous ses enchantements, je ne lui rendais pas la monnaie de sa pièce, dès que je pourrais sortir de ce lit. En attendant qu'on me donne à manger, j'en ai le plus grand besoin. Quant à ma vengeance, je m'en charge. » Ils s'empressèrent de lui obéir et de lui apporter à déjeuner, après quoi il resta profondément endormi, les laissant stupéfaits de son étrange folie. Cette nuit-là, la gouvernante brûla et réduisit en cendres tous les livres qu'elle avait jetés dans la cour, et tous ceux qu'elle put trouver dans la maison. Certains auraient sans doute mérité d'être soigneusement conservés dans les archives, mais leur malchance et la paresse de l'examinateur en décidèrent autrement. On a bien raison de dire que les innocents paient parfois pour les coupables. Pour lutter contre la maladie de leurs amis, le curé et le barbier auraient l'idée de fermer et de faire murer la pièce où Don Quixote gardait ses livres, pour qu'il ne le trouvât pas quand il se lèvera, espérant qu'en supprimant la cause, il supprimerait l'effet, et de dire qu'un enchanteur avait tout emporté, et le cabinet et les livres, ce qui fut exécuté en toute diligence. 2 jours plus tard, quand Don Quixote put quitter la chambre, la première chose qu'il fit fut d'aller voir ses livres. Et comme il ne trouvait plus le cabinet là où il l'avait laissé, il le cherchait partout avec obstination. Il revenait à l'endroit où aurait dû être la porte, tâtait avec ses mains, regardait attentivement de tous les côtés sans dire mot. Enfin, au bout d'un long moment, il demanda à la gouvernante où était le cabinet dans lequel il rangeait ses livres. Et elle, qui savait fort bien ce qu'elle devait répondre, s'étonna. « Quel cabinet? De quoi parlez-vous, monsieur? Il y a longtemps qu'il n'y a plus ni cabinet, ni livre dans cette maison. Le diable a tout emporté. » « Ce n'était pas le diable, rectifia la nièce, mais un enchanteur qui est arrivé à dos de serpent sur un nuage, la nuit qui a suivi votre départ. Il a mis pied à terre, il est entré dans le cabinet, et je ne sais pas ce qu'il a fait, mais au bout d'un moment, nous l'avons vu s'envoler par le toit,
et la maison avait tout... Pardon. Et la maison était toute pleine de fumée. Quand nous avons voulu voir ce qu'il avait fait, nous n'avons plus trouvé ni cabinet ni livre. Mais je me souviens bien, de la gouvernante aussi, qu'au moment de partir, ce méchant vieillard a crié que s'il faisait dans cette... Oh là là. A crié que s'il faisait dans cette maison des dommages qu'on allait voir, s'il faisait dans cette maison les dommages qu'on allait voir, c'était à cause d'une haine secrète qu'il portait au maître de ces livres et de ce cabinet. Il a dit aussi qu'il s'appelait l'enchanteur Mignaton. N'était-ce pas plutôt Freston demanda Don Quixote. Je ne sais pas, répliqua la gouvernante. S'il s'appelait Freston ou Friton, tout ce que je sais, c'est que ça se terminait en ton. Cet enchanteur est en effet un de mes pires ennemis. Il m'en veut parce qu'il sait, grâce à son art et à son grimoire, qu'un jour viendra où j'aurai à me battre en combat singulier contre un chevalier qu'il protège, et que je le vaincrai sans qu'il puisse l'empêcher. Voilà pourquoi il cherche à me nuire, par tous les moyens. Et moi je l'informe qu'il aura beau faire, il ne pourra contrecarrer ni éviter ce que le ciel ordonne. Qui dit contraire, reprit la nièce. Mais vous, mon oncle, pourquoi vous mêlez de tous ces querelles? Vous ferez mieux de quitter tranquillement dans votre maison, de rester tranquillement dans votre maison, au lieu de partir sur les routes en ne rêvant que plaies et bosses. N'oubliez pas que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Ah, ma chère nièce, comme tu es loin du compte. Avant qu'on réussisse à me casser, j'aurais brisé et réduit pièce en pièces tous ceux qui s'imaginent pouvoir toucher la pointe d'un de mes cheveux. Voyant qu'il se mettait en colère, les deux femmes se gardaient d'insister.